D'accord, donc, monsieur personne, lorsqu'il dort tôt le matin, il dit ok, on vient, on casse. Et ces personnes n'arrivent même pas à sortir. ça crée un brouillard. Ça crée un brouillard. Mais le cas de comment si, mais c'est déplorable. Des élèves qui sont en train d'examiner, qui perdent leurs documents, et ça peut on dit non, c'est des élèves qui ont perdu leurs documents, ils peuvent aller. Non. L'État est le garant grâce à tout pays. Jamais. Parce que vous dites tout à l'heure qu'il y avait un examen. Vous qui avez un examen, il y a le temps pour mieux. À partir de septembre, c'est encore l'école. Fin d'année, sur les fêtes de fin d'année, on dira que non, on a peine fait de fin d'année, il ne faudrait pas qu'on dirait du stage. On n'aura jamais tout appris. Donc, la seule chose pour moi, c'est de mieux faire la communication, de vulgariser l'information. Parce que dans le district, on a fait un communiqué, on a fait passer l'information, tout le monde ne le sait pas. Donc, les Ivoiriens, c'est des Ivoiriens qui sont à il faut mettre l'accent sur la communication. C'est ça? Non, on faut mettre Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast citoyen, le rendez-vous des champions. Le monde est en constante évolution et la Côte d'Ivoire veut se doter de villes urbanisées, notamment la ville d'Abidjan, prévoit être une ville modèle. Vous constatez ces derniers temps les déguerpissements qui se passent dans la ville d'Abidjan. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ces déguerpissements créent autant d'ébullitions dans la ville? Il y a aussi la question de la CEI. Le gouvernement a annoncé une réforme, un nouveau dispositif électoral qui promet 3 organes bien dispatchés. Est-ce que ce dispositif pourra faire l'unanimité de tous enfin en Côte d'Ivoire? C'est un vrai débat. Et nous sommes accompagnés de 2 invités. Bonsoir M. Boudouin. Bonsoir, chef. Bienvenue. Merci. Merci de avoir cette invitation. Merci. Alors, je rappelle que M. Boudouin est administrateur des services financiers, notamment membre de la jeunesse du RHP. Merci d'être venu. Merci. Bonsoir M. André Kouadio. Bonsoir Yann. Je rappelle que M. André est également président du mouvement Le Cœur pour ATPB, ancien candidat aux élections législatives de 2025. On aura le temps de bien débattre. Ingénieur logistique aussi également. Donc si vous êtes abonné, c'est l'occasion de suivre ce podcast qui sera vraiment un podcast de qualité. Alors, messieurs, nous ouvrons le débat. Parlons de la question des déguerpissements. Vous avez constaté avec moi qu'aujourd'hui, ces déguerpissements créent beaucoup de bruit, de murmures au sein du pays. Comment se fait, la question que tout le monde se pose, comment se fait-il que les autorités locales de comment ces compliments n'ont pas été informées de cette histoire de déguerpissement? Parce que quand on se réfère aux vidéos qui ont circulé, les populations disent que les autorités n'ont pas été informées. Donc, moi je vous pose la question. Pour un cas, c'est vrai que les déguerpissements de façon générale sont dans une logique d'assainir l'environnement, de faire moderniser une ville, mais on se dit quelque part, la logique voudrait qu'on puisse informer moins les populations avant qu'on ne casse le lieu. Selon votre analyse, comment se fait-il que les autorités n'ont pas été informées de la situation? Monsieur Boudou, au niveau de comment c'est comme ça. Bon, merci beaucoup. Alors, le cas de Massi qui fait la chronique de notre attention, actuellement, la justice ivoirienne s'est saisie de ce dossier parce que ça crée une tournée d'opinion. Moi, comme toi, nous avons tous assisté à ce phénomène-là. Je dirais ce scandale parce que les populations se plaignent du fait qu'elles n'ont pas été informées, elles sont dégoûtées de terrain, on dit non, on était guéris. Donc ça crée un tournée. Et les hypothèses vont contre. M. Ali Jadon n'a pas fait, c'est vraiment responsable de cette affaire parce qu'il est responsable. Les interrogations s'opposent. Mais je suis citoyen honnête. Je peux aller dans le sens des hypothèses. Je peux développer des hypothèses. Mais je peux jamais donner une conclusion que tel ou tel autre est responsable de ce qui est passé à Massi. Du moment où la justice s'est saisie dans ce dossier, il faut rester patient pour voir le bout du tunnel. Mais c'est vraiment assez regrettable, je vais dire, ce qui s'est passé à Massi. Je pense que les autorités compétentes prennent des mesures pour que ces populations-là
D'ailleurs, le gouvernement a annoncé des mesures importantes pour que ces populations. On va parler par rapport aux mesures, effectivement. D'accord. Ok, on va en parler. Alors, monsieur Landry, c'est quoi votre analyse aussi par rapport à ça? Comment se fait que les populations n'ont pas été informées de cette question? Ou bien on peut se dire que les autorités jouent à double jeu ou bien qu'est-ce qui se passe? Exact. Bon, nous savons tous cette histoire est prévue depuis près de 2 mois. Et moi, ce qui me fait un peu dans cette histoire, c'est que M. Alibou prétend avoir à sa possession 40 hectares de la zone de Koumassi Topéman. Et M. Alibou était deuxième adjoint au Messie, mais non pas, à Koumassi. Et ce qui me donne cette information, c'est que M. Alibou, avant de faire le déguerpissement, il avait une décision de justice. Qui lui a donné cette décision de justice? Où M. Alou a trouvé le fonds pour pouvoir louer le proclin, l'argent utilisé pour le déguerpissement. Pourquoi est-ce que l'autorité municipale n'était pas informée? Parce que nous constatons qu'après même les casses, l'autorité municipale a envoyé des enjeux pour le ramassage des camarades. Donc, on s'est dit que nous sommes dans un état sérieux, donc certaines choses ne doivent pas échapper à la justice, et même à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, tout devait être mis en place avant même d'entamer le déguerpissement. Parce que, mine de rien, ces personnes-là, ça fait 2 ans qu'ils vivent dehors. Moi, je considère qu'ils vivent dehors, ils n'ont pas de maison. Ces personnes qui vivaient à Zimbabwe, qui traversaient juste par une pour aller au port, ne peuvent plus le faire. Ils ne vont pas aller pour une maison à Abidjan qui fait 90 000 francs. C'est idiot. Donc, vous voulez dire que la croissance macroéconomique doit être structurée à tous les niveaux? Oui, nous sommes d'accord qu'actuellement, la demande est supérieure à l'offre, mais l'État doit faire de son mieux pour aider ces personnes-là. Parce que, il l'a dit tout à l'heure, ça fait 2 ans que ces personnes étaient délogées. Ceux qui ont été délogés à GESCO, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont délogés. Mais ces personnes n'ont pas encore été délogées. Donc, il faut que l'État, il faut mon frère Boudou a donné que sur le plan logement, l'État a failli à un moment donné sa mission. L'État a failli à sa mission. Parce que lorsque le président Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, ça fait 15 ans que le pouvoir est là, donc il ne peut pas me dire que nous sommes un pays qui était en ruine. Non. À 5 ans du pouvoir, on peut comprendre. Mais ça fait 15 ans que vous êtes là, et en 15 ans, je pense que l'État doit faire mieux que ce qu'il a promis. Parce que l'État ne doit pas seulement promettre, mais il faut agir. Et en agissant, il faut construire des bâtiments décents pour ces personnes-là avant de les déloger. D'accord, dernière réaction. Les logements sont construits, mais pas suffisants. Donc, l'État doit continuer à faire dynamique. Alors, il n'a pas eu le cas de Zimbabwe. Je pense que c'est là où les personnes étaient projets oui, qui répondaient effectivement. De construction du pont. Oui, allez-y. Du pont, Zimbabwe, le délogement, la raison du logement, c'était quoi? C'était pour rapport au projet de construction. Du troisième pont. Alors, je suis convaincu que les propriétaires et ceux à qui appartenaient donc ce domaine, les propriétés ont été bel et bien dédommagés. Maintenant, quand on dit qu'il faut qu'on reloge tous ceux qui habitaient, il y a des gens qui sont locataires, et toi tu es locataire, tu es quelqu'un. La propriété lui-même a été dédommagée. Et toi tu es locataire, comme tu quittes donc cette zone-là, tu estimes qu'on ne doit plus te reloger. Ce n'est pas possible, l'État ne peut pas faire ça. Je suis d'accord que l'État prenne des mesures comme ce qui vient de se passer à Koumassi, pour trouver des logements, pour construire des logements de manière durable, pour répondre donc à leurs préoccupations. Mais l'État ne peut pas tout faire. Et je vais donner un peu de la communication. Je sais que ce problème, c'est-à-dire que réellement ce problème se pose, à un moment donné, il y a eu un tollé qui a mis le président de la République lui-même, le président de la centrale lui-même a demandé à ce que cette opération-là ait un usage humain. Voilà, la centrale lui-même. Effectivement. Mais parce qu'il y a un tollé autour. Mais la réalité, c'est quoi? Est-ce parce que la population assiste à la communication l'information qui est donnée par l'autorité compétente? Est-ce parce que l'autorité compétente ne passe pas vraiment l'information? Alors, pour cela, moi, j'invite l'autorité compétente. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une réaction. L'autorité compétente a vulgarisé la communication. C'est-à-dire que du moment où le district d'Abidjan fait des rencontres avec les populations,
et qu'on communique autour, dire qu'on a rencontré telle population dans telle zone à risque, de tel domaine public, voilà, pour pouvoir les dévertir et de voir si les rencontres que nous faisons. Il y a une communication dans c'est premièrement. Mais, là où je suis pas d'accord, c'est au niveau du temps approprié. Il n'y aura jamais de temps approprié pour faire des investissements. Parce que nous sommes en saison de généralement sur les vacances. Lorsque vous attendez après les saisons de juillet, c'est la rentrée scolaire. Non, mais après la pendant à peu près des examens. À la fin des examens, mais je dois vous dire, le seul problème, c'est la communication qui doit. Il y a une synergie de communication. Voilà, c'est la communication qui doit impacter. Après la communication, le temps approprié pour moi, on ne doit jamais le temps approprié. Parce que vous dites tout à l'heure qu'il y avait des examens. Donc, il y avait des examens, dans les vacances, il y a le temps plus mieux. À partir de septembre, c'est encore l'école. Fin d'année, ce sont les fêtes fin d'année. On dira que non, on a peine fait fin d'année, il ne faudrait pas qu'on dirait du stage. On n'aura jamais le temps approprié. La seule chose pour moi, c'est de mieux faire la communication, de vulgariser l'information. Parce que quand le district dit qu'on a fait un communiqué, on a fait passer l'information, tout le monde ne le sait pas. Donc, les Ivoiriens, c'est des Ivoiriens qui sont il faut mettre l'accent sur la communication. C'est ça? Donc, l'accent sur la communication. Donc, pour moi, il faut réussir la communication. Et ça va avec des pères. C'est critique. Sinon, les dérapages. Ok, c'est vrai vrai. qu'il y a des dérapages. Il y a des dérapages. Ces dérapages, comme dans toute chose humaine, peuvent être réparés ou peuvent être touchés. D'accord, c'est monsieur Ndongri. Ok. D'accord, sur la communication, je pense qu'aujourd'hui, je peux saluer l'initiative menée par la mairie d'Adécoubé. Bientôt, il y aura des déguerpissements à Adécoubé. Depuis 3 jours, la population est informée. Ils ont fait une note, ils ont informé tous les présidents de jeunesse de chaque quartier pour qu'ils puissent informer la population. Et je pense que le gouvernement doit suivre cet exemple-là. Tout à l'heure, il a parlé de on n'aura pas assez de temps de déguerpissement. Mais toute activité appropriée, ok. Toute activité sur un planning. Lorsque c'est bien planifié, la population est informée et ça permet à cette population-là de s'attendre à tout. Alors, moi, je parle de la communication. Non, mais la communication, on a un planning. Non, je suis d'accord. C'est un planning. Aujourd'hui, on me dit, ok, ils vont casser du labour tel mois. Ils vont casser Yann tel mois, donc ces populations de Yann et du labour, ils vont s'apprêter à attendre ces personnes-là, ils vont se mettre les moyens à disposition pour pouvoir dégager avec ces personnes. On ne peut pas tomber sur une personne lorsqu'il est tôt le matin pour dire, ok, on vient, on casse. Et ces personnes n'arrivent même pas à sortir. Ça crée un brouillard. Ça crée un brouillard. Mais le cas de comment c'est déplorable. Des élèves qui sont en des années, qui perdent des documents, et ça peut, on dit non, c'est des élèves qui ont perdu des documents, ils peuvent aller. Non. L'État est le garant de la stabilité du pays. La dernière fois, le grand frère Nandou le disait que l'État est garant de lui, son aide. C'est la même chose pour la population. Le tout ça doit mettre en place pour que ces personnes-là ne puissent pas perdre l'idée. Il y a une vidéo où le monsieur a dit un homme frustré est capable de tout. Mais quand tu regardes ce monsieur, c'est qu'il a tout perdu. Si on l'avait formé 2 jours, 3 jours avant, il allait s'organiser à faire ce choses. Donc, on essaie de s'accentuer sur les choses pour pouvoir la cohésion sociale. Ok, c'est bien. On espère que les personnes qui disposent d'un CD pourront retrouver le thème au niveau de comment c'est simplement. On espère bien. Les personnes qui disposent, qui avaient la CD, c'est la justification. D'accord. D'accord, c'est bien compris. On va évoluer. Alors, abordons maintenant notre deuxième sujet, la question de la réforme de la CEI. Comme vous le constatez, cette CEI qui faisait bouche bée de tous les Ivoiriens, tout le monde se plaignait. Depuis Honoré Guié jusqu'à le président Choumakayoko, le président Vekre Mambé, le président Vivien. Certaines populations disent que la CEI est manipulée, qui est sur l'hégémonie du parti État. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le gouvernement propose une nouvelle réforme, un nouveau dispositif composé de 3 organes. Est-ce qu'enfin, ces dispositifs fera-t-il l'unanimité de tous? Est-ce qu'on pourrait être d'accord enfin avec les Ivoiriens pour que tous puissent voter? Parce que n'oublions pas que le taux de participation du vote a vraiment baissé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe, chers débatteurs? Posons des débats et disons les choses clairement.
l'opposition a proposé également un nouveau dispositif. Est-ce que ça a été pris en compte? Enfin bref, parlons de la Suède. Monsieur Boudouin, c'est quoi votre analyse par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être rassuré de ce nouveau dispositif des droits? D'abord, merci. La CEI a été dissoute par le gouvernement, je dirais à la surprise générale, parce que c'est le gouvernement qui compte des initiatives qui vont dans le sens de la vie du pays. D'accord? En termes d'organisation électorale, c'est l'État. C'est l'État qui s'en occupe. Et donc, le gouvernement qui a pu faire cause pour les différentes critiques qui ont été faites depuis tout le temps, a décidé de détruire notre instrument CEI pour en faire donc un nouvel instrument électoral pour répondre donc, aux attentes des populations, donc pour organiser les élections en Côte d'Ivoire. Donc il y a eu une rencontre d'information à l'endroit des différents acteurs de la scène politique. Et aujourd'hui, le gouvernement s'attend à faire parvenir ce projet de loi à l'Assemblée nationale pour que ça puisse être traité par la représentation nationale et afin que cette loi-là qui va organiser ces institutions, ces trois organes dont on a parlé, que cette loi-là puisse être votée par la représentation nationale. D'accord, c'est vrai. Et en même temps, autour de cette initiative, il y a des préoccupations qui sont posées. On entend dire que cette loi, avant qu'elle soit initiée, doit faire l'objet d'avoir des discussions au niveau donc, du cadre politique. Je ne suis pas personnellement. D'accord, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. D'accord. À ces préoccupations. Ok. Monsieur Landry, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette crise de confiance-là, vraiment pourra. On n'aura plus de crise de confiance pendant les élections? C'est quoi votre avis sur ça? D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que bientôt, notre pays aura 66 ans. Et depuis le règne du PDCI, les élections étaient confiées au ministère de l'Intérieur. Et les politiciens, dans l'ensemble, ils ont tous dit que le ministère de l'Intérieur était plus rattaché au pouvoir en place. Donc il fallait créer un organe consensuel, indépendant qui pourra organiser les élections pour créer cette confiance entre les populations et les politiques. Mais nous constatons que depuis plusieurs années, les hommes se succèdent à la tête de cette élection depuis au niveau jusqu'à M. Dubière, les hommes se succèdent, mais le problème reste le même, c'est-à-dire la confiance en l'organe chargé d'organiser les élections. Et depuis 2015, l'opposition, à sa tête le FPI d'alors, aujourd'hui PPACI, a toujours pointé du doigt cette organisation. Je disais que la CEI n'était plus capable d'organiser les élections parce qu'elle n'arrivait pas à créer un climat de confiance entre la population et le système électoral. Donc, on demandait cette solution depuis des années. Et aujourd'hui, si le gouvernement si le gouvernement pense que l'organisation n'est pas vraiment adaptée à l'organisation des élections, il faut la dire merci, mais l'opposition avait déjà crié qu'il faut cette organisation, mais ils ne l'ont pas fait, et aujourd'hui ils l'ont fait, ils ont merci et nous sommes ouverts à proposer une organisation pour cette élection-là. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Baudouin, revenons à vous. On a tous entendu M. Charles Dubilier, président du parti politique, qui s'est rendu sur un plateau et qui a dit, le communiqué qu'il a reçu, dans le communiqué, il a dit, on vous rencontre pour un atelier de discussion. Dans un cas, on peut discuter de ce nouveau local. Mais quand il s'est rendu le jour lors de la cérémonie officielle, chez M. Mopé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'atelier de discussion. C'était un atelier d'information. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohérence dans la manière de faire avec le gouvernement? Il n'y a pas un manque de cohérence. Il y a plutôt de la cohérence. La cohérence est un rapport on s'interroge avec le bon sens. La cohérence est un rapport avec le bon sens.
les acteurs donc de l'opposition, les acteurs de l'opposition souhaitent qu'il y ait un cadre politique de discussion et d'analyse de ce projet de loi qui va instituer ce cadre électoral. Je ne suis pas d'avis avec ça. D'accord. Je ne suis pas d'avis parce que nous sommes dans un État. La Côte d'Ivoire est habituée à des arrangements politiques. Depuis cette années, pour mettre en place donc, des institutions dans le cadre électoral. Et même pour organiser des élections, la Côte a été longtemps habituée à des arrangements politiques. Il faut sortir de ce cadre politique pour se retrouver dans la vie réelle de nos institutions. Le gouvernement prend l'initiative d'instaurer une nouvelle date électorale. Le cadre approprié, le cadre républicain, le plus sérieux pour un État, pour une république, c'est la représentation nationale. Alors, Charles D et comme bien d'autres acteurs politiques, il y a des propositions. Pour M. Charles D, il ne faudrait pas avoir de parti politique dans le cadre électoral. D'accord. Mais que dit le PPAC? Que dit le PDCR? Tu vas les interroger parce que j'en entends. Eux, ils souhaiteraient que dans un organe électoral, tous les partis politiques soient retrouvés. Mais Charles D, ce n'est pas de son avis. LGC, dans le Sénégal, ce n'est pas de son avis. Alors, dans ce global politique, qu'est-ce que doit faire l'État sérieux pour dire que si les avis sont divergents, donc le gouvernement prend l'initiative et c'est à la représentation nationale de mener le débat. C'est tout. Parce que. Oui, mais d'autres diront que les lois passeront à l'Assemblée nationale naturellement. Mais c'est parce que le parti des lois est majoritaire. Le problème est dans les cas institutionnels qui n'a rien à voir avec les racontables. D'accord, c'est bien. Parce que, d'accord, on a vu un peu de faire la vie de l'autre, mais quel est le cas pour mener le débat? D'accord, c'est l'Assemblée nationale. Ok, c'est bien compris. Revenons à M. Landry. On a entendu M. Bourdin dire que le gouvernement met en place des mesures réelles pour répondre aux attentes des Ivoiriens concernant le cadre de la suite. Quelle est votre analyse par rapport à ça? D'accord. Moi, je pense qu'il y a ce que le gouvernement dit et il y a ce que le gouvernement fait. Il y a une très grande différence. Il y a sensiblement entre les deux. Ah bon? Parce que je pense qu'en 2020, l'opposition et le gouvernement avaient mis en place un cadre d'échange, de dialogue politique. Et dans ce dialogue politique, il y avait la question de la réforme de la CEI. C'est depuis 2020. Avant même que le RDR, le RADB décide de faire son troisième mandat après le premier mandat de la troisième République. Il y avait ces questions qui avaient été élaborées. Il fallait une organisation vraiment très forte qui va permettre aux Ivoiriens d'avoir confiance au système électoral. De 2020 jusqu'à 2026, rien n'a été fait. Et le gouvernement décide d'organiser un cadre d'échange avec les partis politiques. Mais lorsque tu invites quelqu'un, il faut lui donner l'ordre du jour. Que cette personne puisse se préparer. Mais Macron, dans le communiqué que le PPACI a fait, dans le courrier que le gouvernement a adressé au PPACI, il n'y avait pas d'ordre du jour. Ah bon? Il n'y avait pas d'ordre du jour. C'est raison pour laquelle le PPACI a décidé de refuser cette rencontre. Mais ceux-mêmes qui sont allés déjà, on a vu la chose. Ça a mais si le gouvernement veut une discussion sincère, il faudrait que le gouvernement soit sincère dans la discussion. D'accord, allez-y. Non, écoutez, il a parlé de certaines réformes qui devaient être faites en 2020, mais c'est ça que nous parlons. On a parlé de réformes parce que c'était il y avait un dialogue politique, on parlait de réformes, mais bien avant. La seuil qu'on a en 2025 n'est pas la seuil qui existait en 2001. La seuil qu'on a en 2025 n'a pas été la seuil qui existait en 2010, qui n'a pas été la seuil qui existait en 2020. Il y a eu des réformes entre 2014 jusqu'en 2020. Oui, mais maintenant, on a essayé. Ça a été fait dans le cadre du dialogue politique, des dialogues politiques qui se sont tenus. D'accord. Mais je me dis qu'aujourd'hui, pour un État sérieux, vraiment un État sérieux, lorsque le gouvernement initie un projet, c'est à la représentation nationale du débat avec
ceux qui ont boycotté les élections législatives, mais c'est ceux-là qui trouvent que ce n'est pas bien que ce débat soit au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que le PDC est derrière les présent et participera dans ce débat. Alors, je veux dire que tout à l'heure, il parle aussi de la rencontre qui s'est tenue au niveau de la primature. Mais le PPAC, qui est une organisation privée, c'est donc trop de contenance. Le gouvernement adresse le premier, une organisation commune. L'autre chose, c'est science d'information. D'accord? Bon. Un gouvernement adresse donc un courrier, une invitation. C'est une invitation pour science d'information. Ça veut dire qu'il a tout l'intérêt de répondre à une telle invitation pour science d'information, pour entendre l'information que le gouvernement attend passer. Les autres partis politiques n'ont pas trop d'importance là. Le PPAC, c'est donc trop de contenance. Vous n'avez pas participé à cette information. C'est vrai, les acteurs, comme M. Chapelle dit, qu'on a bien fait de participer à cette information, mais après, nous voulons un cadre pour le débat. Je suis d'accord, ça c'est son avis. Le PPAC ne va pas exiger du gouvernement, c'est un ordre du jour, une organisation privée qui soit vis-à-vis du gouvernement. Ce n'est pas acceptable. Mais quand le gouvernement finit de passer l'information, c'est pour maintenant parler du cadre dans lequel le débat va être donc institué. Nous estimons que c'est l'Assemblée nationale. Et peut-être le HDP, peut-être, moi, ce que je suis en train de dire, c'est mon avis personnel. J'estime que le cadre approprié pour mener le débat, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est mon avis personnel? Parce qu'on ne va pas construire des restes d'arrangement politique. Parce que la vie d'un membre de l'opposition peut ne pas être la vie d'un autre même dans l'opposition. Alors, l'Assemblée nationale est le cadre approprié. D'accord, c'est par rapport à est-ce que vous êtes d'accord avec ce d'accord. Moi, pour un État sérieux, lorsque tu envoies un courrier à une organisation politique, ce courrier doit être détaillé, l'autre doit être détaillé. Beaucoup de partis politiques qui sont prêtés à ce jeu, on appelle ça un jeu, à ce jeu, ils rencontrent, ont tous dit après qu'ils n'étaient pas d'accord avec le mode de fonctionnement du parti. Et je veux rappeler un fait à M. Baudouin, boycotter les élections législatives, ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire. Parce que le RDR, qui est devenu le RADB, l'a fait en 2001. Parce qu'il n'était pas d'accord avec l'organisation des élections. Et le PPAC a décidé de boycotter ces élections parce qu'ils ne sont pas d'accord. Nous estimons que les mesures mises en place ne sont pas favorables à l'opposition de gagner même des sièges. Je vous le dis, la CEI que vous avez vu dernièrement, la CEI devait faire la revue de la liste électorale avant les élections. Elle n'a pas fait. M. Duquette a dit qu'après les élections, il allait faire la revue de la liste électorale. En décembre. En décembre. Il ne l'a pas fait. Ils ont passé les élections législatives. Mais à quel moment, quand un organe de ce genre se comporte comme un organe de l'espoir de la Diamètre, mais le mais un parti se respecte comme le PPAC. On essaie pas tout sérieux. Magouille, comme moi je l'appelle. Et aujourd'hui, si le PPAC décide de passer à cette élection, ceux qui ont participé, ils ont vu, moi j'étais candidat. C'est ce qui s'est passé à cette élection. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire que cette élection, vraiment, on aurait dû reporter cette élection, avoir un cadre vraiment de l'échange avec les partis au pouvoir, les partis. Donc pour pouvoir, oui, pour vous, on devrait d'abord discuter là-dessus avant d'organiser les élections législatives qui ont été faites en 2025. C'est ça votre non, pour moi, il y avait quelque chose qui devait se faire. Parce que les partis ont réclamé la dissolution électorale. La loi allait permettre à des personnes qui n'étaient pas sur la liste électorale de pouvoir s'enregistrer et participer aussi. De passer aux élections. Ça c'est un autre débat. Je viens à la question sur ça, si me permet. Tout à l'heure, il disait que le RDA a voté les législatives de décembre 2000. On va pas revenir sur ça. Je suis d'accord. Donc, c'est pas nouveau, mais le RDA en a tiré des conséquences. Vous avez aussi tiré des conséquences. Ça, c'est clair. Alors, il parle de ce qui s'est passé au niveau donc, de la primature. Mais le premier qui a été adressé avec pour objet silence d'information. Vous mettez quelqu'un du jour. Donc, chacun qui a intérêt de participer. Est-ce que le PPAC n'a pas tout intérêt de participer? Il y en a qui ont tout intérêt de participer. Et la Côte doit continue de vivre. Donc, vraiment, la Côte doit continuer de vivre.
Et les institutions fonctionnent. Le projet de loi qui va passer donc à l'Assemblée nationale va être discuté, va être adopté. Voilà. Et puis la cause continue de vivre. D'accord, c'est bien compris. On ne va pas rester sur je suis d'accord. La même Soli disait tout à l'heure qu'il y aurait pu avoir une révision de la liste électorale. C'est vrai, parce que conformément à la loi, le président de la Soli a dit qu'il était vraiment possible qu'avant la fin de l'année, une nouvelle révision de la liste électorale pourrait avoir. Pourquoi ça n'a pas été fait? Mais la loi contre la loi. Parce que selon la Constitution, mais ce qui est bien, en termes donc du niveau des normes, en termes de comparaison des normes, la Constitution est supérieure donc à la loi électorale. La loi électorale qui exige qu'il faut que, je ne parle pas de toute l'année, il dit qu'on doit avoir l'organisation de la révision de la liste électorale avant les élections. Quand on fait les élections présidentielles, nous avons dans l'organisation des élections législatives qui était proche. Donc, il n'y avait pas suffisamment de temps. Alors, il fallait organiser les élections législatives pour répondre à la norme constitutionnelle, parce que passer l'élection selon la loi, cette législature il n'avait plus le droit d'exister. Il fallait. Mais moi, je vais te dire, en 2020, les élections présidentielles ont eu en 2020. Mais les élections législatives ont eu en mars 2021. En ce moment, la Constitution n'avait pas exigé cela. Non, mais j'ai la Constitution, en ce moment-là, n'avait pas exigé cela. En 2021, oui. Et ça quel moment non, la Constitution n'avait pas exigé cela. En ce moment-là. Mais à quel moment la Constitution exige qu'après 2025, il faut qu'il y ait forcément des élections législatives en décembre 2025? Écoute, je dis que la Constitution actuelle exige que la législature pour 2025-2030 devait commencer à partir dès la fin de la dernière session. La dernière session, ça pas une. À quel moment bon, je pense qu'on va merci. On va parler de 2016, Même s'il dit que pourquoi les législatures n'ont pas eu lieu en fin 2020. Maintenant, vous continuez, vous voudrez qu'on reste donc dans ce laxisme-là, alors que la Constitution exige que les élections législatives se tiennent en décembre. Donc, comme en 2025, d'ailleurs, vous êtes en 2025. Donc, en 2021, non, je dirais peut-être le contexte du CND, etc., peut-être n'avait pas été assez favorable. Mais c'est responsabilité pour que la Constitution soit respectée. Donc, moi, je pense si on n'est pas prêt à partir à des élections, c'est pas de problème. On a eu aussi le PPACI, quand même des cas importants comme Sylvain Dibré, le monde du PPACI qui allait donc candidater, il y a des députés. Mais en 2025, c'est un faux débat. D'abord, c'est pourquoi je dis qu'il faut sortir du cadre informel des partis politiques pour discuter de la vie de notre pays. Il faut que les institutions fassent leur travail. Il y a eu donc des discussions qui ont été menées pour que dès octobre 2020, quand il y a eu une révision électorale, par anticipation, et cette révision électorale a accepté que les jeunes qui n'avaient même pas 18 ans arrivent à s'inscrire dès 17 ans par anticipation. Donc la publication de la liste électorale définitive, qui devait donc avoir lieu en juin 2025, à cet instant précis, les jeunes qui avaient donc 17 ans en 2024, à la publication de cette liste électorale définitive,
devrait avoir 18 ans. Donc, pourront participer aux élections qui suivent très rapidement. Ça, c'est une innovation. C'est d'accord. Mais il y a eu des discussions. Tous les partis politiques étaient d'accord avec ce que 17 ans anticipés. Ils étaient tous d'accord. Voilà, donc c'est la mauvaise foi en réalité. Si vous ne voulez pas participer à des élections, mais c'est votre problème. D'accord, c'est votre problème. Je pense que tout à l'heure, M. Boudin parlait de la mauvaise foi. Oui, je pense que la mauvaise foi, c'est lorsque le pouvoir fait ce qu'il arrange et non ce qui arrange l'ensemble des Ivoiriens. Parce que choisir son représentant à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il est dit tout à l'heure, en 2021, on a fait les élections présidentielles en octobre 2020. 3 ou 4 mois après, en mars, il y a eu les élections législatives. Ça n'a pas créé des problèmes. Cette année, en 2025, M. Cubier, qui est le responsable de la CEI, mais avec son responsable de la CEI, il nous dit au début de l'année que la révision de la liste électorale ne se fera pas avant les élections présidentielles, mais se fera plutôt après les élections présidentielles. Naturellement. Nous sommes à la fin des élections présidentielles. Tu vois, donc après les élections présidentielles. Donc, si M. Cubier l'a dit, et la loi même exige qu'il faut une révision électorale avant ou après. M. Cubier a dit qu'il pouvait le faire après les élections présidentielles parce qu'avant, il y avait des contraintes. En décembre. Et en décembre, ils mettent une élection législative. Normalement, comme il a sur le jeudi, les élections suivent un planning. Sur un planning. On sait tous en Côte d'Ivoire que chaque 5 ans en octobre, chaque dernier samedi en octobre, il y a des élections présidentielles. On peut dire chaque année, mais si vous l'avez fait, que tu n'as pas pu faire la révision de la liste électorale avant les élections, tu peux le faire après les élections pour permettre à tous ceux qui souhaitent être sur la liste électorale puissent être sur la liste. Moi, je ne parle pas faire plaisir à quelqu'un. Je pense que, en tant qu'Ivoiriens, nous devons poser des actes pour apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire. Parce que ça ne sert à rien. Tout le temps, chaque élection, les populations sont effrayées. Mais on peut créer ce cadre-là. Tu as parlé d'arrangement, tout le monde est fatigué, mais c'est même arrangement à la Côte d'Ivoire ce qui a permis à M. Ouattara d'être président. C'est vrai que tu l'as si bien dit en 2006, il y avait 11 ans. Puis moi, c'est l'arrangement sous Babo. Il y a les arrangements de M. Ouattara, on veut plus d'arrangement. Surtout quand il va de tête à pouvoir, est-ce que ces arrangements s'arrêtent et que les décisions fonctionnent normalement? Pour la vie des Ivoiriens, je pense qu'on peut faire des sacrifices pour ça. C'est ce sacrifice que Blanc l'a fait en 2006. Pour en 2003, permettre à M. Ouattara d'être président. D'accord, d'accord, mais je comprends. Chers amis, voilà, c'est ça le débat, c'est ça le moment pendant les débats de notre podcast sur la Ligue des Champions. On a toujours ce déclic-là lorsqu'on vient participer, c'est ça, donner la parole aux jeunes pour pouvoir s'exprimer sur l'actualité. Nous avons parlé du déguerpissement en Côte d'Ivoire, la question de la CEI, je suis très sensible qui touche l'actualité. Voilà, on espère qu'on vous a émerveillé avec ce débat. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast avec d'autres jeunes qui vont prendre la parole sur d'autres sujets dans les rues. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao, à bientôt.